lecture de tonton Mvondo. Dites Mvondo. Alors le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Cerbin, reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Harriet Tubman, Moïse du peuple noir américain. Symbole de courage et de liberté, Harriet Tubman n'a rien de la passionnariat exhortant les foules à s'arracher de l'oppression et de la tyrannie. Son charisme, elle le doit à toute autre chose. Ceux qui l'ont rencontrée l'ont décrite comme une petite femme au sourire édenté et au front cabossé par le poids en fer d'1 kilo que, du temps de ses 12 ans, un contremaître blanc lui a balancé à la tête parce qu'elle refusait de lui tendre une corde pour lyncher un esclave coupable d'une tentative de fuite. Laissée pour morte, elle avait miraculeusement survécu à plusieurs jours de coma. Mais le coup avait provoqué un traumatisme neurologique qui, jusqu'à la fin de ses jours, lui occasionna de fréquents étourdissements proches de l'évanouissement. Dans la plantation de tabac de Dorchester au Maryland, où elle voit le jour, esclave, entre 1819 et 1823 selon les sources, Araminta Ross est une des rares escapées des 11 enfants de son père, Benjamin Ross, et de sa mère, Harriet Green. Presque tous ses frères et sœurs ont été vendus par le maître. Ils vivent au bord de la plantation, dans une petite bicoque sans fenêtre, glaciale en hiver. Les nuits les plus froides, elle dort près du feu et essaie de résister à un sommeil trop profond pour pouvoir tremper ses doigts et ses orteils dans la cendre chaude de la cheminée afin qu'ils ne gèlent pas. Ses parents sont nés esclaves, mais ses grands-parents, eux, étaient de véritables Africains. Elle fait donc partie d'une deuxième génération de Noirs issus de l'Amérique. Araminta est le prénom qu'a imposé le maître. Plus tard, lorsqu'elle aura fui le Sud maudit, elle s'empressera de s'en débarrasser pour prendre le nom de sa mère, Harriet. À l'âge de 5 ans, Araminta est mise au travail. De l'aube au coucher, elle aide les servantes à différentes tâches domestiques et surveille les petits d'une famille blanche à qui son maître l'a louée. Dès les premiers jours de son entrée en service, elle fera l'apprentissage du fouet car sa maîtresse estime qu'elle ne comprend pas assez vite et qu'elle n'est pas suffisamment adroite. Et le temps s'écoule ainsi entre les coups, les brimades et le travail exténuant dans les plantations où elle a été ensuite expédiée. Elle y apprendra à forger son corps, à supporter l'endurance et à résister au fouet. Elle doit avoir 23 ans maintenant et n'est toujours pas mariée. Il est vrai qu'elle n'attire guère les mâles de la plantation avec son front esquinté, son caractère solitaire et son air sombre. Mais cela n'est pas tolérable. Les esclaves sont considérés comme des pouliches qui doivent mettre bas des petits négrillons pour faire tourner la plantation du maître. On la marie alors à un homme d'âge mûr, un noir affranchi du nom de John Tubman, dont elle est surtout la domestique et accessoirement la compagne. Et puis un jour, aux alentours de 1849, elle apprend par des esclaves de case, ceux qui servent dans la demeure du maître, que ce dernier envisage de la revendre
Avec un autre lot d'esclaves, un marchand de nègres en route pour le sud profond, celui qu'on ne quitte que mort. Le noir n'était alors qu'une marchandise qu'on négociait quand on avait besoin de liquidité. Et dans ce cas, il n'y avait pas de famille qui tienne. Seul comptait l'intérêt du maître. Les enfants étaient arrachés à leur mère, les hommes à leurs femmes et les femmes à leur foyer. Harriet ne songe qu'à une chose, fuir. Elle en parle d'abord à son mari, mais lui ne veut pas de problème. Et puis, sa vie lui convient bien comme ça, puisqu'il est libre et n'est pas soumis aux rigueurs de la servitude. Elle n'en parlera plus de crainte qu'il ne finisse par la dénoncer. Et c'est ainsi qu'un soir, échappant à toute surveillance, elle s'élance sur une piste dont elle pense qu'elle doit mener vers le nord. Petite, elle accompagnait souvent son père pour poser des pièges à lapins dans la forêt avoisinante et il lui a appris beaucoup de choses. Se terrant dans les bois les plus profonds, elle dort le jour loin des habitations, des patrouilles armées qui quadrillent à cheval chaque parcelle de terrain et des chiens féroces dressés à traquer les fugitifs. La nuit, elle reprend sa marche à travers les collines et les marécages, avec pour tout repère l'étoile polaire. Cette Amérique du milieu du 19e siècle se caractérisa alors par deux fronts antagonistes. Le nord industrialisé et abolitionniste et le sud rural dont l'économie reposait sur de grandes plantations, tabac, coton, riz, etc. et sur une main-d'œuvre servile importée d'Afrique. La majorité des États du Nord ne pratiquaient plus l'esclavage, à l'exception de 5 États frontaliers dans le Maryland, région d'origine d'Harriet. Un jour enfin, sans le savoir, puisqu'elle ne sait pas lire les panneaux, la voilà qui pénètre dans l'État anti-esclavagiste de Pennsylvanie, un État du Nord frontalier du Maryland dans sa partie sud et séparé du Canada par le lac Erie. C'est un monde différent de celui qu'elle vient de quitter. Les Noirs y disposent d'une plus grande liberté et surtout peuvent bénéficier d'emplois salariés, même s'ils sont exploités. Elle s'installe à Philadelphie et trouve un logement ainsi qu'un emploi de blanchisseuse. Elle pourrait jouir enfin d'une nouvelle vie, mais Harriet était obsédée par l'idée que sa famille est encore prisonnière des plantations du Maryland. Si elle pouvait retrouver les chemins isolés qui lui ont permis d'arriver jusqu'au nord, pourquoi ne pas renouveler l'expérience? Redoublant d'ardeur au travail, elle ne refuse aucune tâche pour économiser l'argent nécessaire à la préparation de son expédition. Elle doit en effet prévoir des rations de vivres pour elle et ceux qu'elle aura à convoyer, car jamais elle ne demandera de contrepartie à quiconque pour les mener vers la liberté. Puis, s'estimant enfin prête, un jour, elle revêt des habits d'homme et reprend son long et dangereux voyage vers la ligne Mason-Dixon qui sépare les États esclavagistes du Sud des contrées abolitionnistes du Nord. Un journaliste qui l'interrogera vers la fin de sa vie sur son extraordinaire épopée, Harriet Tubman raconta « Quand j'étais perdu dans la forêt et qu'il n'y avait aucune étoile dans le ciel pour éclairer mon chemin, je faisais une prière et, du fond de mon cœur, j'entendais la réponse de Dieu. Tourne à gauche, tourne à droite, longe la rivière, traverse le pont. Alors, j'obéissais. » En décembre 1850, déguisée en vieille femme, elle est de retour dans son ancien quartier et, au prix de 1000 précautions, revoit les siens tout émerveillés de son courage. Comme dans toute communauté soumise à l'oppression, les Noirs avaient leur code de conduite.
Ne jamais trahir un projet d'évasion. Aider un esclave en fuite. Harriet persuade sa sœur de partir avec elle ainsi que la belle-sœur et leurs 2 enfants. Elle aurait voulu tenter aussi à nouveau de convaincre son mari de venir vivre là-bas, mais elle a appris qu'il s'est trouvé une autre femme et en a éprouvé un profond chagrin. Quelques jours plus tard, elle fait transmettre un message aux garçons de sa sœur, leur indiquant un point de rendez-vous au bord d'une rivière. Le jour dit, les 2 femmes s'y rendent et là une barque les attend. Elles rameront jusqu'à la rive opposée, sur la baie de Chesapeake, où Harriet les réceptionne. De maison clandestine en cachette secrète, elle les ramènera avec les enfants jusqu'à Philadelphie. 2 ou 3 ans plus tard, ses économies reconstituées, elle repart dans le Maryland avec l'idée cette fois de récupérer son frère aîné Ben Ross ainsi que ses vieux parents. Une famille de voisins sera du voyage. Très vite, on chuchote son nom dans les quartiers d'esclaves et l'on parle aussi à mots couverts d'un réseau clandestin qui aiderait les Noirs à fuir vers les États du Nord où l'esclavage n'est pas pratiqué. La Pennsylvanie constitue l'un des noyaux les plus actifs de la lutte contre l'esclavage et on dit que c'est de là qu'a été mis en place le chemin de fer souterrain. La plupart des activistes blancs se recrutent parmi les églises méthodistes et surtout les Quakers, ces membres d'une secte religieuse qui préconise une stricte pratique morale et un principe de solidarité. À Philadelphie, Harry était contacté par des abolitionnistes noirs qui ont entendu parler de son extraordinaire témérité. Il approche avec prudence, veulent tester sa discrétion, puis lui parle de leur action. À partir de ce moment, elle consacrera sa vie à rendre leur liberté aux autres. Le chemin de fer souterrain, Underground Railroad, est donc un réseau d'évasion clandestin animé par des abolitionnistes blancs et des noirs libres pour permettre aux esclaves de s'échapper des États ségrégationnistes du Sud. Il est constitué de personnes relais dévouées au Sud comme au Nord qui organisent l'évasion des esclaves, les informent sur les chemins à prendre, les cachent dans l'attente du passeur qui les prendra en main et leur procure de quoi se nourrir. Mais c'est également un enchevêtrement de sentiers secrets menant vers le nord, de cachettes sécurisées, de granges abandonnées, de carrioles permettant de camoufler les fuyards sous des sacs de jute, de meules de foin tranquilles, de presbytères, de maisons fiables et de villes d'accueil où les fugitifs peuvent faire halte sans danger. Mis en branle dans les années 1830, ce réseau a activement mené ses opérations jusque vers 1860 et a permis la dispersion d'environ 100 000 Noirs vers le nord des États-Unis et le Canada. Aujourd'hui encore, le mot de chemin de fer souterrain résonne comme un symbole dans la mémoire des Afro-Américains. Vers 1830 en effet, lorsque les premiers trains à vapeur ont été mis en circulation dans le nord de l'Amérique, ce nouveau moyen de transport rapide inspira aux Noirs des rêves de voyage vers la liberté. C'est pourquoi le réseau prit le nom de chemin de fer souterrain comme secret, clandestin. Ces organisateurs avaient mis au point un langage codé tiré du jargon ferroviaire pour permettre aux destinataires de leur message d'interpréter, sans risque d'être compris par les oreilles indiscrètes, les informations relatives au plan d'évasion qui leur étaient concoctées. Il était en effet indispensable que les candidats au voyage vers la liberté soient en mesure d'identifier avec précision les haltes, les lieux de contact et les personnes clés impliquées dans la préparation de leur fuite. Ainsi,
lorsqu'une conversation entre esclaves était truffée des mots voyage, gare ou marchandise, le message était clair. Le terme de conducteur faisait référence au passeur ou accompagnateur qui guidait les fugitifs d'un point à un autre. Celui de cargo ou passager représentait ceux qui cherchaient à s'échapper. Le mot gare ou station incarnait les refuges secrets et les endroits sûrs où les évadés étaient dirigés, et celui de chef de gare, un responsable du réseau. Harriet intègre donc le chemin de fer clandestin comme conductrice, c'est-à-dire passeuse d'esclaves. Elle reprend ses allées et venues entre le Maryland et les frontières du Nord. Pas plus d'une fois à 2 fois par an, afin de n'être pas repérée. Lorsqu'il lui arrive de croiser des Blancs dans quelques contrées sudistes, elle fait semblant de n'avoir pas toute sa tête. Elle parle et rit toute seule. Les gens n'y voient que du feu. Une vieille négresse folle, donc inoffensive. Elle change souvent ses trajectoires et programme ses déplacements surtout en hiver parce que les nuits sont plus longues et que le froid restreint les randonnées nocturnes des maîtres. Les évasions se font en général le samedi soir, car le dimanche, jour de repos des esclaves, ceux-ci sont habituellement autorisés à rendre visite à leurs compagnons du voisinage. De ce fait, les maîtres remarquaient rarement les disparitions avant le lundi. De plus, les journaux ne paraissant qu'en début de semaine, avant que les annonces signalant les évasions n'attirent l'attention des autres Blancs de la région et ne donnent le signal des chasses aux esclaves, elles pouvaient gagner une longueur d'avance qui lui permettait d'arriver presque à destination. À tous ceux qui veulent la suivre, Harriet impose une discipline de fer. Elle ne peut se permettre aucun risque. S'ils étaient pris et qu'un fugitif dévoile sous la torture l'emplacement d'une de leurs cachettes ou le nom de ceux qui les ont aidés, c'est le réseau tout entier et la vie de personnes indispensables qui pourraient être menacées. Aussi, lorsqu'elle convoie une famille avec de jeunes enfants, elle glisse un peu de poudre de somnifère dans l'eau des petits afin qu'ils se tiennent tranquilles et ne pleurent surtout pas. Et si parmi ces esclaves en cavale, quelqu'un se met à geindre, cédant au découragement ou veut rebrousser chemin, paniquée par l'angoissante perspective de ce périple plein d'incertitudes, elle braque son arme. « Mon frère, tu marches ou tu meurs, car mort, tu ne parleras pas. » « Je n'ai jamais eu à utiliser mon arme, dira-t-elle plus tard dans ses confessions. Mais une fois, j'ai été prête à le faire et je n'aurais pas hésité parce que trop de vie était en jeu. Dans un groupe que je conduisais, au 2e jour de marche, un homme se mit à se plaindre qu'il était fatigué, que ses pieds étaient enflés, qu'il n'était pas question qu'il poursuive son chemin et qu'il préférait retourner mourir à la plantation s'il le fallait. Les autres ont tout fait pour le convaincre, l'ont supplié de faire un effort, mais en vain. Ils ont bassiné ses pieds, lui ont proposé de le soutenir. Rien à faire, il voulait rebrousser chemin. Alors j'ai dit aux autres garçons de sortir leur revolver de leur poche et qu'on le tuerait tous ensemble. Ils ont obéi aussitôt. Dès qu'il a entendu ça, le gars s'est relevé d'un coup et, comme par enchantement, il s'est retrouvé en aussi bonne forme que n'importe qui. Je n'aurais pas mis en péril une entreprise aussi dangereuse à cause d'un trouillard. Les risques étaient en effet énormes, surtout à partir de 1850, lorsque le Fugitive Slave Act, loi sur les esclaves fugitifs, votée par le Congrès américain, permit à tout agent de la marechaussée fédérale de prêter assistance aux planteurs pour retrouver les évadés.
outre les lynchages et autres châtiments prévus pour les fautifs et ceux qui les avaient aidés, cette loi donna lieu à d'importants abus. De nombreux Noirs libres ou affranchis, pour avoir eu le malheur de voyager dans les régions ségrégationnistes, furent kidnappés et mis en esclavage comme fugitifs supposés, oisifs ou vagabonds, sans qu'on tienne compte de leurs papiers d'identité ou qu'on leur laisse la moindre possibilité de prouver leur statut d'homme libre. À partir de cette époque, les circuits d'évasion s'orientèrent donc principalement vers le Canada, voisin de la Pennsylvanie. Le Nord était en effet devenu trop aléatoire du fait que le Fugitive Slave Act légitimait le franchissement des zones abolitionnistes par les chasseurs d'esclaves pour attraper ceux qui se croyaient à l'abri en terre libre afin de les ramener dans le Sud. De plus, même si ces États ne pratiquaient pas l'esclavage, cela ne signifiait nullement qu'ils étaient pour l'intégration des Noirs. Ces derniers y étaient donc confrontés à une discrimination raciale particulièrement oppressive. D'où l'empressement de certains de ces États à rendre, au nom d'une entente cordiale, les nouveaux arrivants à leurs poursuivants. Ce n'était cependant pas le cas du Canada, qui non seulement refusait de rendre les esclaves, mais interdisait l'entrée de son territoire à leurs poursuivants américains. Malgré ces hivers rigoureux en comparaison du chaud climat auquel ils étaient habitués dans le Sud, les esclaves commencèrent bientôt à exalter le Canada comme un endroit où les Noirs pouvaient vivre sans avoir peur d'être capturés ou punis. Dans l'histoire de l'Amérique noire, ce pays, célébré dans les chants d'espoir comme la terre promise, par opposition au Sud, surnommé la terre d'Égypte, a représenté une destination presque déifiée dans la longue bataille de la liberté. Fréquemment illustré par les Negro Spirituals, appelant les Noirs à tourner leur regard vers la Grande Ourse ou l'Étoile du Nord qui, selon le pasteur Martin Luther King, guidait dans les ténèbres et indiquait la route vers le paradis, le terminus canadien était assimilé à cette Canaan biblique où Moïse conduisit les Hébreux après les avoir arrachés à l'esclavage auquel ils étaient assujettis en Égypte. Le Canada s'est révélé comme terre d'accueil de tradition pour les Noirs au moment de la Révolution américaine entre 1776 et 1783, lorsque les colons blancs d'Amérique voulurent s'affranchir de la tutelle de l'Angleterre. Coincés au milieu de cette guerre, des dizaines de milliers de Noirs avaient répondu à l'appel des Britanniques de venir combattre à leur côté. Pour les motiver, ceux-ci leur avaient promis de les émanciper après la guerre et de leur faire don d'un lopin de terre ainsi que de 3 ans de ration pour subsister. Mais les Américains remportèrent la victoire. Les Noirs de New York, qui avaient rallié la cause britannique avant la reddition, reçurent leur certificat d'émancipation. Pour tous les autres, il fallait fuir en masse vers la colonie anglaise du Canada afin d'échapper à la vengeance de leurs anciens maîtres. Les premiers mouvements de dispersion se firent vers la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, où plus de 3500 Noirs s'installèrent à l'avènement des États-Unis. Ce fut toutefois pour ces loyalistes noirs une liberté illusoire car, là aussi, ils se retrouvaient confrontés au racisme, à la pauvreté et aux hivers rigoureux. La plupart d'entre eux, bien sûr, ne reçurent pas de terre et finirent comme manœuvre dans des chantiers publics, à la construction de routes ou comme employés dans la communauté blanche. Cette situation décevante poussa en 1792 quelques 1200 Noirs émancipés à quitter Halifax par bateau en direction de l'Afrique occidentale, où ils participèrent à la fondation de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. En 1793, le gouverneur du Haut-Canada, actuel Ontario,
présenta une loi d'abolition de l'esclavage et promit que tous les Noirs qui viendraient sur le sol canadien seraient considérés comme libres. Le courant migratoire reprit, mais leur condition perdura jusqu'à ce que la couronne anglaise abolisse l'esclavage en 1834 sur l'ensemble de son empire dont faisait partie le Canada. Les Canadiens s'impliquaient alors plus activement dans le mouvement abolitionniste en œuvrant à la mise en place de relais d'accueil pour le chemin de fer clandestin. Les Noirs reprirent par centaines leur harassante route pour fuir la férocité du Sud ou s'échapper à la discrimination raciale dans le Nord, soit par leurs propres moyens, soit avec l'aide du réseau clandestin. L'un des principaux lieux de passage était une rivière proche des chutes du Niagara, entre les lacs Erie et Ontario. L'endroit était particulièrement dangereux car infesté de traqueurs qui sillonnaient la frontière américaine. Les fugitifs devaient en outre emprunter un pont suspendu pour aboutir du côté canadien. Mais plus de 30 000 Noirs vinrent à bout de ces obstacles pour trouver refuge dans des villes et villages de la région du Niagara où ils reçurent des terres pour bâtir leurs propres fermes et lancer leur activité agricole. La ville de Saint-Catharines, dans l'Ontario, doit sa célébrité au fait d'avoir été un important débarcadère du chemin de fer clandestin. Également située près des chutes du Niagara, elle constituait une des entrées au Canada et c'est là qu'Harriet Tubman vint établir sa nouvelle gare. Elle y vécut entre 1852 et 1857, période à laquelle sa vie était le plus en danger de l'autre côté de la frontière. Elle avait loué une chambre dans une pension proche de la chapelle méthodiste de Salem, où elle travaillait comme servante pour financer, outre ses déplacements, la prise en charge temporaire des réfugiés qu'elle accueillait chez elle. Quelques églises méthodistes blanches participaient bien à l'accueil des Noirs, mais elles étaient rares. C'est ainsi qu'au fur et à mesure de leur installation, les communautés noires commencèrent à cotiser afin de construire leurs propres églises. C'est là qu'était coordonnée l'aide aux réfugiés, mis en contact avec des paroissiens qui les aidaient à s'insérer dans ce nouveau monde où ils pouvaient trouver des emplois dans les communautés religieuses, l'armée canadienne ou chez des commerçants. En 19 voyages effectués entre 1850 et 1860, dont 11 à partir du Canada, Harriet Tubman parviendra à arracher plus de 300 personnes au Maryland. Connaissant parfaitement ses pistes et ses cachettes secrètes, elle passe toujours à travers les mailles du filet, grâce notamment aux complicités qu'elle a su nouer le long d'un axe menant du Delaware à la région des Grands Lacs. Dès qu'une disparition d'esclaves est placardée sur les arbres, elle a des complices qui viennent en arracher les affiches pour réduire la portée de l'information. Sa grande fierté, n'avoir jamais perdu un seul passager. En effet, aucun fugitif ne sera jamais abandonné en route, ni femme enceinte, ni malade, ni blessé. Tous ces colis arriveront à bon port au-delà de la frontière fatidique entre l'horreur et la liberté. Dans le sud en guerre contre les esclaves en fuite, policiers, soldats et milices ratissaient frénétiquement le moindre chemin de traverse à la recherche d'une femme honnie, mais désormais chantée comme une Moïse du peuple noir par la communauté des esclaves qui croient voir dans la détresse des Hébreux maltraités en Égypte le reflet de leur situation en Amérique. Sa tête a été mise à prix pour une double rançon jamais égalée s'agissant d'un noir, 40 000 $, soit l'équivalent de 300 $ aujourd'hui, offert par les planteurs et 12 000 par l'État du Maryland. Peine perdue. L'action d'Harriet Tubman
fera au contraire des émules parmi les abolitionnistes blancs qui accroîtront leur participation aux évasions. Quelques-uns descendront vers le sud pour informer discrètement les esclaves sur les réseaux de fuite. D'autres, lors de contrôles, feront semblant d'être les propriétaires des Noirs trouvés en leur compagnie sur les routes ou dans les trains. Le révérend Calvin Fairbanks écrivait en 1847 dans son journal intime comment s'opérait son travail de conducteur. Je les guidais vers l'étoile polaire en violation des côtes de la Virginie et du Kentucky. Je leur faisais traverser les forêts, principalement la nuit. Les jeunes filles étaient habillées en dames, les hommes et les jeunes garçons étaient déguisés en domestiques. Les hommes portaient des vêtements de femmes et les femmes des vêtements d'hommes. On voyageait à pied ou à cheval, dans les cabriolets, des voitures, des chariots et cachés sous des chargements de foin, de paille, de vieux meubles, de boîtes et de sacs. Traversant les rivières à la nage avec de l'eau jusqu'au menton ou dans les embarcations ou des canots, sur des radeaux et souvent un tronc d'arbre. Et je n'ai jamais toléré qu'un seul soit repris. En juin 1863, la guerre de sécession, également appelée guerre civile, continue d'opposer le Nord au Sud depuis la décision du président Abraham Lincoln, prise en 1861, d'abolir l'esclavage sur l'ensemble du territoire américain. L'Union des États abolitionnistes du Nord était alors entrée en guerre contre la confédération des 11 États sécessionnistes du Sud désireux de se séparer des États-Unis. Dans cette Amérique en ébullition pour une cause qui la concerne, celle de la libération des esclaves, Henrietta rejoint le front des combats. Elle ne vit plus au Canada, mais dans la ville d'Auburn, dans l'État de New York, entre Rochester et Syracuse, où des Quakers blancs l'ont aidée à trouver une petite maison qu'elle occupe avec sa famille. Elle a maintenant une quarantaine d'années, dont près de la moitié passée à risquer la mort sur des routes périlleuses dans le froid et l'angoisse, responsable de la vie de ces hommes, ces femmes et ces enfants qu'elle a si souvent entraînés en de hasardeux périples vers la liberté. Elle rejoint la Caroline du Sud où sont postées les troupes nordistes et s'enrôle dans l'armée unioniste où elle sert comme cuisinière puis comme secouriste auprès de l'hôpital de Hilton Road où sont acheminés les blessés. Mais elle aide aussi toutes ces hordes d'esclaves faméliques et presque agonisants qui n'ont pas attendu l'arrivée de leur libérateur pour s'échapper des plantations dévastées par la guerre. Ils arrivent en masse sur les lignes nordistes pour chercher protection. Harriet les soigne, leur trouve à manger et conseille des itinéraires à ceux qui souhaitent s'éloigner de cet endroit maudit. Les autres s'enrôleront dans les troupes fédérales. Elle entrera ensuite au service du colonel James Montgomery comme éclaireur. Avec quelques esclaves rescapés qui connaissent bien la région, elle forme un groupe d'espions qui renseignent Montgomery sur les mouvements de troupes à l'intérieur des territoires confédérés, ce qui permettra aux unionistes de harceler les postes ennemis et de lancer un raid décisif à Combahee River entre le 1er et le 2 juin 1863. Cette initiative en appelle bien sûr une autre, et voilà Harriet en train de conduire un commando de troupes noires pour aller délivrer des esclaves encore prisonniers de leur plantation. Au cours d'une de leurs offensives, ils délivreront 756 personnes d'un coup. De cet exploit dont l'écho parviendra jusqu'en Angleterre, lui viendra le surnom de General Tubman. De Londres, la reine Victoria lui fera attribuer une médaille. En guidant une colonie de soldats noirs en Caroline du Sud, Harriet rencontrera celui qui deviendra son second mari,
un militaire du nom de Nelson Davis. Ils se marieront après la guerre en 1869. La victoire du Nord et l'abolition de l'esclavage, décrétée en 1865 par le 13e amendement de la Constitution des États-Unis, n'ont malheureusement pas réglé le statut des Noirs dans la société américaine. Harriet poursuit inlassablement son combat en faveur des siens, tout en continuant à travailler comme cuisinière et blanchisseuse pour subvenir à ses besoins. Car l'armée américaine a refusé de reconnaître les états de service de cette pauvre négresse, inconnue au bataillon. Les comptes rendus du général Blanc, responsable de son unité, font pourtant état de son extraordinaire courage lorsqu'elle infiltrait les lignes ennemies pour aller à la pêche au renseignement, contribuant ainsi, grâce à des informations de premier plan, à sauver bien des vies parmi les soldats de l'Union. Qu'importe, elle n'a droit à aucune pension. D'ailleurs, au moment de la démobilisation, on ne veut même pas prendre en charge son billet de train pour qu'elle rentre avec le gros des troupes. Généreusement, l'armée lui propose d'embarquer dans une carriole à bagages qui va vers sa ville d'Auburn. Il est vrai que cette institution s'est longtemps singularisée comme un inébranlable bastion du racisme, et les Noirs le savent bien, eux qui ont toujours payé un lourd tribut dans les opérations de guerre de leur pays. À titre de rappel, 186 000 soldats noirs combattaient dans les rangs unionistes pendant la guerre civile. De retour à Auburn, Harriet milite activement pour les droits civiques en faveur de l'égalité des Noirs. Elle cherche aussi à collecter des fonds pour financer la création d'écoles pour les enfants des anciens esclaves du Sud. Ses prouesses héroïques, son extraordinaire courage et sa bonté d'âme ont fait le tour du pays. On la sollicite partout dans diverses communautés d'Afro-Américains pour témoigner de son action dans le chemin de fer clandestin et dans la guerre civile. Elle n'a jamais su lire et écrire et son anglais n'est pas parfait. Mais son langage est plein de vie lorsqu'elle utilise ses mots à elle et son message de résistante porte. Les gens écoutent pieusement cette icône vivante de leur histoire qui a osé défier le système esclavagiste. Elle se battra aussi pour le droit de vote des femmes. En 1869, son combat fantastique pour la liberté est pérennisé dans une autobiographie rédigée par l'auteure blanche Sarah Hopkins Bradford qui a recueilli ses mémoires. L'ouvrage Scenes in the Life of Harriet Tubman connaît un retentissement considérable à travers tout le pays. Pendant longtemps, en effet, l'historiographie américaine ne s'intéressait pas au ressenti des Noirs. Seule était décrite la vie des planteurs avec un tableau faussement idyllique de la condition des esclaves. La parution de 2 biographies rédigées par Sarah H. Bradford, d'après les témoignages recueillis de la bouche même d'Harriet, constituera un document essentiel sur l'oppression esclavagiste vécue de l'intérieur. Par la suite, de nombreux ouvrages lui seront consacrés. Harriet n'a jamais eu d'enfant et a voué sa vie aux autres. Les quelques droits que lui rapporte ce livre sont affectés à la création, en 1908, d'un foyer de personnes âgées pour les Noirs démunis. Un dernier combat pour la dignité de son peuple. C'est là qu'elle se retirera dans son grand âge, quand elle n'aura plus la force de travailler, et qu'elle finira ses jours le 10 mars 1913, à l'âge de 93 ans, dans la pauvreté, comme elle avait toujours vécu. Sa pension de réversion de veuve de vétéran de la guerre de sécession n'était que de $20 par mois. Cette fois-ci, l'armée, sans doute un peu gênée de sa mesquinerie, lui rendra les honneurs militaires. Sa ville, qui lui a dédié un mémorial,
continue d'entretenir son souvenir à travers la fondation Harriet Tubman Home, établie près du site de son ancienne maison. En 1944, un bateau de la marine américaine était même baptisé de son nom par Eleanor Roosevelt, l'épouse du président Franklin Delano Roosevelt. Plus récemment enfin, en 1990, à l'image du Canada, une journée du souvenir, le Harriet Tubman Day, lui a été dédiée par le Congrès américain et le président George W. Bush le 10 mars de chaque année, jour anniversaire de sa mort. Ce qui n'empêchera pas le contentieux avec l'armée qui lui refusait une pension mensuelle de 25 $ en tant qu'ancienne auxiliaire de perdurer des années encore. L'injustice ne sera réparée par le Congrès qu'en 2002, soit 90 ans après sa mort, sur l'intervention de la sénatrice Hillary Clinton. Ainsi, ce Moïse, redescendu du Nord pour arracher son peuple aux griffes du Sud, était une femme noire. On dit que c'est son extraordinaire parcours qui a inspiré à un esclave ce fameux Negro Spiritual, universalisé par le célèbre musicien de jazz Louis Armstrong. Let my people go, go down Moses, way down in Egypt land. Let my people go. Matondo, Akiba, Ngeping, Masoma. Merci d'avoir écouté cette histoire. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne par des dons sur PayPal, Patreon ou sur YouTube. Surtout, likez la vidéo, partagez-la à d'autres personnes pour que nous apprenions ensemble l'histoire de notre beau continent. Et dites-nous en commentaire quelles sont les leçons que vous tirez de cette histoire.